Le bruit d'un verre qui se brise a déchiré l'air feutré du restaurant, un son si violent qu'il a semblé tout aspirer dans son sillage, les conversations, la musique douce, même l'air dans mes poumons. En une fraction de seconde, le monde a basculé. Des hommes masqués, vêtus de noir, ont surgi dans la salle, leurs mouvements rapides et brutaux contrastant avec l'élégance des lieux. Un cri a fusé, puis un autre, et ce fut la panique. Les clients se sont jetés au sol, cherchant refuge sous les tables nappées de blanc. Mon premier réflexe a été de pousser la petite fille de la table 7 derrière moi, la protégeant de mon corps alors que je m'accroupissais. C'est là, le visage pressé contre le marbre froid qui sentait le citron et la peur, que j'ai levé les yeux. Mon regard a croisé celui d'un homme assis seul dans un coin, un homme que je savais être le propriétaire, Dante Moretti. Il n'avait pas bougé. Entouré par le chaos, il était une île de calme terrifiant, ses yeux sombres fixés sur moi avec une intensité qui me glaça plus encore que le canon d'une arme pointée dans ma direction. Il ne voyait pas la serveuse, il voyait autre chose, quelque chose que je ne comprenais pas. Les semaines qui ont suivi le braquage ont été un brouillard flou, mais la peur qu'il a laissée derrière lui n'était rien comparée à celle qui vibrait dans ma poche à chaque notification. Le nom de Serge Corbin, le vautour, s'affichait sur mon écran, suivi de chiffres qui grandissaient comme une tumeur maligne. Chaque message était une nouvelle menace, un rappel que la maladie de ma sœur Chloé ne se souciait pas de mes pourboires ou de mes doubles services. Je vivais dans un état de siège permanent, où le luxe du restaurant de Monsieur Moretti semblait une insulte à la réalité de mon petit appartement froid et humide, où l'odeur de désinfectant de l'hôpital s'accrochait à mes vêtements. C'est une sensation terrible, ce poids sur la poitrine, cette impression de se noyer lentement sous les factures et l'angoisse. Si vous avez déjà ressenti cette impuissance, ce désespoir silencieux face à un mur qui semble infranchissable, alors vous comprenez peut-être pourquoi cette histoire devait être racontée. Si c'est le cas, et que vous voulez savoir comment on trouve la force de se battre quand tout est perdu, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Votre soutien signifie que d'autres personnes, qui se sentent peut-être seules dans leur combat, pourront la trouver aussi. Dante Moretti était une énigme. Je le voyais rarement, mais sa présence imprégnait les murs du restaurant. Il se déplaçait avec une économie de mouvement qui confinait à la furtivité. Son costume sur mesure semblait être une armure plutôt qu'un vêtement. Les autres employés parlaient de lui à voix basse, un mélange de crainte et de respect dans leur chuchotement. Ils disaient qu'il possédait la moitié du vieux port, que ses affaires étaient aussi profondes et sombres que les eaux de la Méditerranée la nuit. Je l'observais parfois depuis le coin de la salle, notant la façon dont des hommes importants, des politiciens et des brutes en costume cher baissaient la tête en sa présence. Il incarnait un pouvoir si absolu qu'il n'avait jamais besoin d'élever la voix. Depuis le braquage, j'avais l'impression que son regard me suivait, même quand il n'était pas là. C'était une sensation dérangeante, comme si cet homme qui vivait dans un monde de verre et d'acier, un monde si éloigné de mes factures médicales impayées et de mes nuits sans sommeil, avait percé mes défenses et vu la fissure qui parcourait mon âme. Il représentait un danger d'une autre nature, plus subtil et peut-être plus dévastateur que les hommes armés. La menace de Serge Corbin n'est pas restée confinée à mon téléphone. Un soir, alors que je sortais par la ruelle de service, l'odeur de poubelle et de pluie se mêlant à ma fatigue, il était là. Adossé au mur de briques humides, une silhouette trapue émergeant de l'ombre, le sourire suffisant sur ses lèvres minces. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Léna, ma jolie Léna. Sa voix était huileuse, visqueuse. Je suis un homme patient, mais ma patience a des limites. Et les médicaments, ça coûte cher, n'est-ce pas? Il a fait un pas vers moi, envahissant mon espace personnel, son odeur de tabac froid me soulevant l'estomac. Il a attrapé mon bras, ses doigts se refermant comme un étau sur mon poignet. Le temps des chiffres est bientôt terminé. Il faudra bien trouver un autre moyen de me rembourser. Ta petite sœur est si fragile, ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. La peur s'est transformée en une rage froide, mais avant que je puisse réagir, un bruit de pas lent et délibéré a résonné sur le pavé mouillé, venant des profondeurs de l'allée. Un son qui a tout changé. L'ombre s'est détachée du mur du fond, se matérialisant dans la silhouette impeccable de Dante Moretti. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement avancé dans le faible halo du lampadaire, son visage une toile de contraste dur, ses yeux fixés sur la main de Corbin qui serrait mon bras. Le vautour s'est figé, son assurance s'évaporant comme la buée dans l'air glacial. Il a lâché mon poignet comme s'il venait de toucher du métal brûlant. Mais, Moretti, je ne faisais que discuter avec la demoiselle, a-t-il bégayé, sa voix perdant toute sa substance. Dante s'est arrêté à quelques pas de nous, son calme plus menaçant que n'importe quel cri. Gallo m'a dit que des rats s'aventuraient près de ma cuisine, a-t-il dit, sa voix basse et dénuée de toute émotion. Je n'aime pas les rats, Corbin. Ils portent des maladies et rongent les fondations. Disparaît de ma vue. Et si jamais je t'apprends, ou si j'entends dire que tu as ne serait-ce que pensé à cette ruelle, à ce restaurant, ou à elle, je ne me contenterai pas de te chasser. Je démolirai ton terrier, pierre par pierre. Il n'y avait aucune colère dans son ton, juste la promesse froide et factuelle d'une anéantition totale. Corbin n'a pas demandé son reste. Il a pratiquement couru, sa silhouette disparaissant dans la nuit comme le lâche qu'il était. Le silence est retombé dans la ruelle, lourd et vibrant de la violence contenue qui venait de se jouer. Je tremblais, l'adrénaline et la peur se livrant une guerre froide dans les veines.
Dante Moretti restait immobile un instant, puis il s'est tourné vers moi. Son regard était aussi insondable que lors du braquage, mais cette fois, il y avait autre chose, une lueur de calcul. « Il ne vous importunera plus », a-t-il déclaré, comme s'il commentait la météo. Puis, sans préambule, il a ajouté « Je connais votre situation, la dette, votre sœur, Chloé. » Chaque mot était une pierre jetée dans le puits de mon désespoir. « Je vous propose un marché, mademoiselle Moreau. J'efface la totalité de votre dette envers cet animal. Je prends en charge l'intégralité des frais médicaux de votre sœur, les meilleurs traitements, les meilleurs médecins, aussi longtemps qu'il le faudra. Sa santé devient ma priorité. En échange, vous vous placez sous ma protection. Vous quitterez votre appartement ce soir. Vous viendrez là où je vous le dirai. Votre vie, telle que vous la connaissez, s'arrête maintenant. » De retour dans mon appartement, les paroles de Dante Moretti résonnaient dans ma tête, se superposant au rythme fragile de la respiration de Chloé endormie dans la chambre voisine. Son offre n'était pas une bouée de sauvetage, c'était un contrat signé avec une puissance que je ne pouvais ni comprendre ni combattre. Il m'offrait la sécurité pour ma sœur, la seule chose qui comptait au monde, mais le prix était mon autonomie, mon âme. Je regardais autour de moi, les murs fissurés, les meubles usés, chaque objet un témoignage de ma lutte acharnée pour rester indépendante, pour nous maintenir à flot par mes propres moyens. Cette lutte était terminée. J'avais perdu. Le vautour m'avait acculé, et Dante Moretti se présentait comme le seul prédateur assez grand pour le chasser. Mais un prédateur reste un prédateur. Accepter son offre, c'était admettre ma défaite totale. Échanger une cage de barreaux rouillés pour une autre, peut-être dorée, mais une cage tout de même. En écoutant le sifflement léger dans la respiration de Chloé, je compris que je n'avais pas de choix. Ma vie ne m'appartenait déjà plus. Elle appartenait à sa maladie, à la dette, et maintenant, elle allait lui appartenir à lui. Le poids de ces mots m'a suivi jusque dans mon petit 2 pièces, s'infiltrant dans les fissures des murs et le silence angoissé de la nuit. Sa proposition n'était pas un secours, c'était un marché faustien. Il m'offrait la vie de Chloé en échange de la mienne. Assise sur le bord de mon lit qui trinçait, je fixais le flacon de médicaments presque vide sur la table de chevet de ma sœur. C'était ça le véritable compte à rebours. Chaque pilule avalée était un grain de sable de plus dans le sablier de notre précarité. L'indépendance pour laquelle je m'étais battue si férocement, les doubles services, les nuits blanches, tout cela n'était qu'une illusion de contrôle. J'avais construit un barrage avec mes mains nues contre un océan de dettes, et la vague était sur le point de tout emporter. Dante Moretti n'offrait pas une barque, il offrait un sous-marin, capable de naviguer dans les profondeurs où je me noyais, mais dont je ne serais jamais le capitaine. Accepter, c'était renoncer à la seule chose qui me restait, ma fierté. Mais en entendant la toux sèche de Chloé traverser la mince cloison, je compris que ma fierté ne la maintiendrait pas en vie. C'était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Le lendemain, l'onde de choc de ma rencontre avec Dante a frappé. Le gérant du restaurant, un homme habituellement obséquieux qui évitait soigneusement de croiser le regard de son patron, m'a convoqué dans son bureau exigu qui sentait le café froid et la peur. Il n'a pas osé me regarder en face. « Léna, je suis désolée. Restriction budgétaire. Nous devons nous séparer de vous. » C'était un mensonge si flagrant que c'en était presque comique. Je savais la vérité. Quelqu'un avait dû rapporter la scène dans la ruelle, le fait que Dante Moretti en personne était intervenu pour moi. D'un coup, je n'étais plus une employée discrète et fiable. J'étais devenue un problème, un point d'interrogation, une complication dans un univers qui détestait les imprévus. J'étais marquée. Sortir du restaurant pour la dernière fois, sans mon uniforme, fut comme me délester d'une peau. J'avais perdu la seule source de revenus légale qui nous maintenait la tête hors de l'eau. Dante Moretti, en me protégeant de Corbin, m'avait involontairement, ou peut-être délibérément, poussé encore plus loin dans le vide. Il m'avait retiré le sol de sous les pieds, ne me laissant qu'une seule direction où tomber, entre ses mains. La chute fut rapide et brutale. Quelques jours plus tard, une lettre de mise en demeure était glissée sous ma porte, l'avis d'expulsion. Le propriétaire, qui connaissait ma situation, avait senti le vent tourner. Sans emploi, j'étais devenue un risque qu'il n'était plus disposé à prendre. J'ai passé des heures au téléphone, cherchant un autre travail, n'importe quoi, mais les portes se fermaient les unes après les autres. La rumeur avait dû circuler. Personne ne voulait employer la serveuse qui avait attiré l'attention du grand patron du milieu. La spirale s'accélérait. L'humiliation était un poison lent qui s'insinuait dans chaque refus, chaque regard de pitié. Le pire fut l'appel de la pharmacie. « Mademoiselle Moreau, nous avons le traitement pour votre sœur, mais nous ne pouvons plus vous faire crédit. » J'ai raccroché, le souffle coupé, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. J'étais au pied du mur. Toutes les issues étaient bloquées. Ce n'était plus une question de fierté ou d'indépendance. C'était une question de survie, pure et simple. Et le visage froid et impassible de Dante Moretti s'imposait à mon esprit comme la seule, terrifiante, solution. Corbin, lui, ne respectait aucune règle, pas même celles imposées par la peur. Il ne pouvait plus m'approcher, mais sa présence toxique se manifestait autrement. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé la porte de mon appartement vandalisée. Le mot « pute »
gravé dans le bois fragile avec un couteau. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une menace de Corbin, c'était un message pour Dante. Un défi. Il y montrait que sa protection était une illusion, qu'il pouvait toujours m'atteindre, souiller mon espace, me terroriser. Je suis restée là, sur le palier usé, la clé tremblant dans ma main, incapable d'entrer. Mon refuge, le seul endroit où Chloé et moi nous sentions à l'abri, venait d'être violé. La peur n'était plus une angoisse sourde, c'était une certitude physique, un goût de cendre dans ma bouche. J'ai compris que ce n'était plus seulement ma dette. J'étais devenue, malgré moi, un pion dans un jeu beaucoup plus grand et plus mortel, une pièce sur l'échiquier de 2 prédateurs. Et j'étais sur le point d'être sacrifiée. Le silence de mon téléphone, qui n'avait pas sonné depuis l'offre de Dante, était soudain plus assourdissant que n'importe quelle menace. Il n'est pas venu en personne. Il a envoyé son ombre, son bras droit, Léon Gallo. Un homme plus âgé, au visage buriné par le temps et les secrets, qui s'est présenté à ma porte le lendemain du saccage. Il n'a pas souri, il n'a pas prononcé de paroles réconfortantes. Il a simplement observé la balafre sur ma porte, puis m'a regardé avec des yeux qui semblaient tout savoir. « Monsieur Moretti est au courant pour votre emploi, et pour ceci, dit-il d'une voix grave, en désignant la gravure obscène. Il considère cela comme une insulte personnelle. Il m'a tendu une enveloppe épaisse. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, mais un jeu de clés et une seule feuille de papier avec une adresse dans un quartier sécurisé de la ville. Monsieur Moretti insiste. Votre sœur sera transférée dans une clinique privée dès ce soir. Une ambulance est en route. Vos affaires seront déménagées. Il n'y a rien à discuter. C'était une démonstration de force tranquille, une organisation implacable qui balayait mes problèmes comme de la poussière. Il n'avait pas attendu ma réponse, il avait agi, me privant de toute possibilité de refus. Sa fureur silencieuse était plus effrayante que n'importe quelle explosion de colère. L'appartement qu'il m'avait assigné était impersonnel et luxueux, un sanctuaire de verre et de marbre surplombant la ville. C'était magnifique et stérile, une cage dorée. Chloé, installée dans une chambre qui ressemblait à celle d'un hôtel 5 étoiles, dormait paisiblement pour la première fois depuis des mois, grâce aux nouveaux médicaments. Le soir même, Dante Moretti est apparu. Il se tenait dans l'encadrement de la porte du salon, son costume sombre se découpant sur la lumière de la ville. « Vous êtes en sécurité ici », a-t-il affirmé, non pas comme une promesse, mais comme un fait établi. Il a posé un dossier sur la table basse. « J'ai réglé le problème Corbin, définitivement. Votre dette est annulée. En ce qui concerne votre avenir, j'ai une proposition plus formelle. Vous travaillerez pour moi, pas au restaurant, loin des regards. Vous gérerez les comptes d'une de mes sociétés écrans, un travail qui demande de la discrétion et de l'intelligence, des qualités que vous possédez. » Il me déshabillait de mes problèmes pour me revêtir d'une nouvelle vie qu'il avait entièrement conçue. Il ne me sauvait pas, il me recrutait, me transformant en un de ses actifs. La colère a finalement submergé la peur et la résignation. Je me suis levée face à cet homme qui réorganisait mon existence comme s'il déplaçait des pions. Vous n'aviez pas le droit, et je sifflais, ma voix tremblant de rage contenue. Vous n'aviez pas le droit de prendre des décisions à ma place, de faire virer Chloé comme un colis, de décider de mon travail. Je ne suis pas un de vos soldats ou une de vos propriétés. Ma vie, aussi misérable soit-elle, était la mienne. Je m'attendais à de l'irritation, de l'impatience, peut-être même une menace froide. Au lieu de cela, son expression est restée impénétrable. Mais quelque chose a vacillé dans ses yeux sombres, une lueur presque imperceptible. « Je ne vous ai pas acheté, mademoiselle Moreau. Je vous ai retiré du champ de bataille. Corbin n'était qu'un chacal. Celui qui le tenait en laisse, Marco Bianchi, est un de mes rivaux. En s'en prenant à vous, il cherchait à m'atteindre. Vous étiez une cible à cause de moi. Votre sécurité est donc devenue ma responsabilité. Ce n'est pas une question de possession, c'est une question de logique. » Sa logique était froide, implacable, et elle me glaçait jusqu'aux os. Il s'est approché de la baie vitrée, le dos tourné, contemplant les lumières de Marseille qui scintillaient en contrebas comme un tapis de diamants brisés. J'ai appris il y a longtemps que dans mon monde, la neutralité n'existe pas. On est soit un allié, soit une cible, soit un dommage collatéral. Vous, par un simple regard lors de ce braquage, vous avez cessé d'être invisible à mes yeux, et donc aux yeux de mes ennemis. Il s'est retourné, son visage à moitié dans l'ombre, ce qui rendait ses traits encore plus durs. Bianchi ne s'arrêtera pas. Il verra votre nouvelle situation non pas comme un échec, mais comme une confirmation de votre importance pour moi. Il essaiera de vous atteindre à nouveau, et il sera plus créatif la prochaine fois. L'appartement, le travail, la clinique pour votre sœur, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont les murs d'une forteresse. Vous pouvez choisir de rester à l'intérieur, protégé, ou de sortir et d'affronter seul ce qui vous attend. Mais ne vous y trompez pas,
La guerre a déjà commencé, et vous êtes en première ligne. » Il avait exposé la situation avec une clarté brutale, ne me laissant aucune illusion. Ce n'était pas un marché impossible, c'était la seule option de survie. Mon regard s'est porté vers la porte de la chambre de Chloé, d'où ne provenait plus le son d'une respiration sifflante, mais le silence apaisé du sommeil profond. C'était la seule preuve dont j'avais besoin. Ma révolte, ma fierté, mon désir d'indépendance s'effondraient face à cette réalité simple et puissante. Il l'avait sauvé. Il avait fait en quelques heures ce que j'avais échoué à faire en des années de lutte acharnée. J'ai baissé la tête, un geste de défaite totale. La guerre n'était pas la mienne, mais ses conséquences l'étaient. J'étais peut-être un pion, mais un pion protégeait le roi, ou dans ce cas, protégeait ma sœur. D'accord, ai-je murmuré, le mot s'écorchant la gorge. C'était à peine audible, mais dans le silence de l'appartement, il a résonné comme un coup de feu. Un coup de feu qui signalait la fin de Lena Moreau, la serveuse indépendante, et le début de quelque chose d'autre, une créature de son monde, façonnée par sa volonté. J'ai relevé les yeux vers lui, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du chef de clan. J'ai vu l'architecte de ma nouvelle prison, et peut-être le seul gardien capable de tenir les monstres à distance. Mon nouveau travail était un bureau silencieux au dernier étage d'un immeuble de verre qui appartenait à Dante. Il n'y avait pas de collègues, pas de bavardage à la machine à café, juste le murmure de la climatisation et des colonnes de chiffres sur un écran. Je passais mes journées à tracer des flux financiers pour une société d'import-export qui, je le savais instinctivement, importait et exportait bien plus que des olives et de l'huile. C'était un travail solitaire, méticuleux, conçu pour m'occuper et me garder sous surveillance. Chaque soir, une voiture noire me ramenait à l'appartement, une forteresse stérile où même les fenêtres semblaient me juger. Ma vie était devenue une succession de protocoles. Ne pas sortir seule, ne pas utiliser mon ancien téléphone, ne parler à personne de ma nouvelle situation. Dante avait tissé autour de moi une toile de sécurité qui ressemblait étrangement à une prison. Il m'avait libérée de Corbin pour me soumettre à ses propres règles, plus subtiles, mais tout aussi inflexibles. Je n'étais plus endettée, mais je n'étais pas libre. J'avais échangé une menace visible contre un contrôle invisible, et je ne savais pas encore lequel des deux était le plus effrayant. Dante venait parfois dans le bureau, s'asseyant en silence dans un fauteuil en cuir pendant que je travaillais. Il ne disait rien, se contentant d'observer, et sa présence était une pression constante sur ma nuque. Un après-midi, il a rompu le silence. « Vous avez trouvé l'erreur dans le grand livre du trimestre dernier. Personne ne l'avait vu. » Sa voix était neutre, mais je sentais que c'était un test. « Ce n'était pas une erreur, » ai-je répondu sans lever les yeux de l'écran. C'était un virement déguisé, répété tous les mois, trop régulier pour être une simple fraude. C'est une signature. Un long silence a suivi. J'ai finalement osé le regarder. Ses yeux sombres me fixaient avec une intensité nouvelle. Il s'est levé et s'est approché de mon bureau, posant à côté de mon clavier un gobelet en carton. C'était un thé à la menthe, exactement comme je le prenais, avec une seule feuille de menthe fraîche. Un détail qu'il n'aurait pu connaître comme observant attentivement au restaurant. « Continuez », a-t-il simplement dit, avant de partir, me laissant avec le goût de la menthe et la certitude troublante qu'il voyait absolument tout. La signature que j'avais découverte dans les comptes a commencé à me hanter. C'était un fil lâche dans la tapisserie complexe de son empire, un petit détail qui clochait. Poussé par une curiosité qui frisait l'inconscience, j'ai commencé à croiser les données, à suivre ce fil invisible à travers des dizaines de transactions. Il menait à une petite société de pêche basée sur le port, une façade si modeste qu'elle en devenait suspecte. Mon cœur battait la chamade chaque fois que j'ouvrais ces fichiers. Je n'étais plus simplement en train de faire un travail, j'étais en train de fouiller dans les entrailles de son monde, sans sa permission. Je savais que je franchissais une ligne. C'était peut-être un test de sa part, ou peut-être étais-je en train de découvrir une trahison, un serpent dans son jardin. La peur se mêlait à une étrange excitation. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus une victime passive des événements. Je tenais entre mes mains une information qui pouvait être une arme. La question était de savoir si je devais la lui donner ou si elle finirait par se retourner contre moi. La routine de ma cage dorée a été brisée par une visite autorisée à la clinique privée où Chloé se rétablissait. Léon Gallo m'accompagnait, sa présence silencieuse et massive étant un rappel constant de mon statut. Chloé allait mieux, ses joues avaient repris des couleurs et son rire était le son le plus précieux au monde. En quittant la clinique, alors que nous attendions la voiture, j'ai senti un regard sur moi. De l'autre côté de la rue, un homme adossé à un scooter me fixait. Il n'avait pas l'air d'un passant ordinaire. Son regard était trop insistant, trop prédateur. Il a esquissé un léger sourire en coin avant de remonter sa visière et de démarrer en trombe. Mon sang s'est glacé. Gallo a suivi mon regard et son visage se durcit. Il a posé une main ferme mais protectrice sur mon dos, me guidant rapidement vers la voiture qui arrivait. « Ne vous inquiétez pas », a-t-il dit d'une voix basse. Mais c'était trop tard. Le message était clair. La forteresse avait des failles. Il savait où trouver Chloé. Il savait que je n'étais plus seulement la serveuse de Dante. J'étais devenue sa faiblesse. Le soir même, Dante m'attendait dans le salon de l'appartement. Il était furieux. Pas d'une colère explosive, mais d'une fureur froide, contenue, qui rendait l'air électrique. Gallo m'a fait son rapport.
Je vous avais donné des règles. La discrétion en est une. » Sa voix était un reproche tranchant. Ma mienne a tremblé, mais de rage, pas de peur. « Des règles ? J'ai le droit de voir ma sœur. Je ne suis pas votre prisonnière, je ne suis pas un objet que vous pouvez cacher dans un coffre. » Je me suis avancée vers lui, défiant l'aura de danger qui émanait de lui. Cet homme, il ne me regardait pas moi, il vous regardait, à travers moi. Pensez-vous que je ne comprends pas ? Je suis le message qu'il vous envoie. Alors ne me parlez pas de règles comme si j'étais une enfant stupide. Ma vie et celle de ma sœur sont en jeu à cause de vous. Nous nous faisions face, à quelques centimètres l'un de l'autre, le souffle court. Dans ses yeux, j'ai vu la colère lutter contre autre chose, une émotion plus sombre, presque de la douleur. « C'est précisément parce que je le sais que ces règles existent », a-t-il finalement murmuré, et sa voix s'était brisée d'une façon presque imperceptible. La nuit suivante, alors que je tentais de trouver le sommeil, mon nouveau téléphone a vibré sur la table de chevet. Un numéro masqué. Mon cœur s'est arrêté. J'ai décroché, la main tremblante. Il n'y avait aucun son, juste le grésillement d'une ligne ouverte pendant quelques secondes, puis un message est apparu sur l'écran. Quelques mots seulement, mais ils ont suffi à me glacer jusqu'à la moelle. La clinique a de belles fenêtres, faciles à briser. J'ai laissé tomber le téléphone comme s'il me brûlait. C'était une violation. Il n'avait pas seulement franchi les murs physiques de ma sécurité, il s'était infiltré dans ma poche, dans mon sanctuaire, juste à côté de mon oreille. La peur était si intense qu'elle m'a donné la nausée. Ce n'était plus une menace vague, un homme sur un scooter. C'était direct, personnel, et cela visait le seul être au monde que je ne pouvais pas supporter de perdre. J'ai eu l'impression que les murs de l'appartement se refermaient sur moi. La protection de Dante n'était qu'une illusion, un voile fragile qu'il pouvait déchirer quand il le voulait. Et j'étais celle qui avait amené ce danger jusqu'à la porte de Chloé. Sans réfléchir, j'ai traversé le couloir et frappé à la porte de la chambre où je savais qu'il passait parfois la nuit quand il restait tard. Il a ouvert immédiatement, déjà habillé, comme s'il ne dormait jamais. Je lui ai tendu le téléphone, incapable de parler. Il a lu le message, et j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur son visage. Une absence totale d'émotion, un vide si pur qu'elle en était terrifiante. C'était le calme qui précède un ouragan dévastateur. Il n'a pas dit « tout ira bien » ou « ne vous inquiétez pas ». Il a simplement levé les yeux de l'écran vers moi, et son regard était une promesse de mort. Il n'aurait pas dû faire ça. A-t-il dit d'une voix si basse qu'elle était à peine un murmure ? Ils viennent de transformer une affaire de territoire en une affaire de sang. Et mon sang, je ne laisse jamais couler. Il s'est détourné, a pris son propre téléphone et a composé un numéro. Je n'ai entendu qu'une seule phrase, prononcée avec une froideur chirurgicale. « Gallo, trouve-le, et fais-lui regretter d'être né. » J'ai planté mon talon de toutes mes forces sur son pied, et lorsqu'il a grogné de douleur, j'ai enfoncé mon coude en arrière dans ses côtes. Son emprise s'est relâchée juste assez longtemps pour que je me dégage. Ce court instant de distraction a suffi. Dante a désarmé le premier agresseur et neutralisé le second avant de se jeter sur le mien. Je n'ai pas regardé. Je me suis contentée d'entendre le bruit sourd et final, puis le silence, seulement troublé par le son des vagues et de notre respiration haletante. J'ai regardé Dante. Il saignait d'une coupure au bras, mais ses yeux étaient rivés sur moi, s'assurant que j'étais indemne. Nous étions seuls, ensemble, au milieu des conséquences de son monde. Nous nous sommes barricadés dans la petite maison, l'odeur de la mer et du sang se mêlant à l'air salant. L'adrénaline retombait, laissant place au tremblement et à la douleur lancinante de mes contusions. Dante a arraché un morceau de sa chemise pour bander son bras sans un mot. Je me suis approchée avec la trousse de premier secours que j'avais vue dans la salle de bain. « Laissez-moi faire », ai-je murmuré, ma voix encore rauque. Il a hésité un instant avant de s'asseoir et de me tendre son bras. Mes doigts tremblaient en nettoyant la plaie, une coupure profonde mais nette. La proximité était intense, chargée d'une tension qui n'avait rien à voir avec la violence que nous venions de vivre. Sa peau était chaude sous mes doigts. Je pouvais sentir les muscles de son avant-bras se contracter à mon contact. Nos regards se sont croisés au-dessus de son bras blessé, et dans le silence de la petite pièce, il n'y avait plus de chef du milieu ni de serveuse. Il n'y avait qu'un homme et une femme, unis par le danger, le sang, et une attirance tacite qui devenait impossible à ignorer. Le monde extérieur, avec ses monstres, semblait s'être dissous, nous laissant dans cette bulle précaire d'intimité. « C'est de ma faute », a-t-il dit soudain, sa voix grave brisant le silence. « Je vous ai mise dans cette situation. Je n'aurais jamais dû vous approcher.
Il regardait le bandage que je finissais, mais je savais qu'il voyait bien plus loin. La culpabilité assombrissait ses traits, une émotion que je ne l'aurais jamais cru capable de ressentir. Quand j'ai perdu ma famille, c'était à cause d'une trahison. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Il a utilisé mon affection pour eux comme une arme contre moi. Je me suis juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher assez pour devenir une cible. Il a finalement levé les yeux vers moi, et son regard était si vulnérable que j'en ai eu le souffle coupé. Mais ce jour-là, au restaurant, quand vous avez protégé cette petite fille, vous n'avez pas regardé les armes, vous m'avez regardé moi, avec défi. Personne ne m'avait regardé comme ça depuis des années. Vous avez franchi mes défenses sans même essayer. Et maintenant, Bianchi fait exactement ce que je craignais. Il utilise ce que je ressens pour vous comme une arme. C'était la confession la plus honnête et la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. À mon tour, les mots sont sortis, un torrent incontrôlable de vérité que j'avais gardé enfoui pendant des années. Quand mes parents ont tout perdu, j'ai vu mon père, un homme si fier, se briser. Il dépendait des autres, de la banque, de la pitié de la famille. Et j'ai vu comment cette dépendance l'a tué à petit feu. Je me suis juré que je ne dépendrais jamais de personne, que je serais toujours celle qui contrôle, même si je ne contrôlais qu'une vie misérable. J'ai fait une pause, ma gorge serrée par l'émotion. Accepter votre aide, c'était comme trahir cette promesse. Chaque jour, je me bats contre cette petite voix qui me dit que je suis faible, que j'ai échangé une cage contre une autre. Mais ce soir, quand cet homme m'a attrapée, la seule chose à laquelle j'ai pensé, ce n'était pas ma fierté, c'était que je ne voulais pas mourir sans que vous sachiez, que je ne vous vois pas comme un geôlier. Je vous vois, l'homme qui m'a apporté un thé à la menthe parce qu'il avait remarqué, l'homme dont la voix se brise en parlant de sa famille. Faire confiance, pour moi, c'est plus effrayant que n'importe quel couteau. Et je crois que je commence à vous faire confiance. Il s'est levé lentement et a fait un pas vers moi, réduisant l'espace qui nous séparait, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps. Il a levé la main, non pas pour me toucher, mais comme pour demander une permission silencieuse. J'ai hoché la tête, un mouvement à peine perceptible. Ses doigts ont effleuré ma joue, son pouce caressant doucement la pommette meurtrie, où l'agresseur m'avait frappé. Son contact était d'une tendresse infinie, un contraste saisissant avec la violence dont il était capable de ressentir. « Léna » a-t-il murmuré, et la façon dont il a prononcé mon nom était une caresse en soi, une reconnaissance. Vous n'êtes pas une faiblesse, vous êtes la seule chose qui m'ait paru réelle depuis 10 ans. Vous êtes le courage que j'avais oublié, l'honneur que je pensais perdu. Il s'est penché, son front venant se poser contre le mien, nos souffles se mêlant. Bianchi pense qu'il peut me détruire en vous utilisant. Il se trompe. Il ne fait que me rappeler pourquoi je dois le détruire lui. Il ne s'agit plus de territoire, il s'agit de vous. À cet instant, le pacte entre nous a changé. Ce n'était plus une question de protection, mais de dévotion. C'était le point de non-retour. Le moment a été brisé par la sonnerie stridente d'un téléphone satellite que Dante avait sorti d'un sac. Il s'est écarté à contre-cœur pour répondre. C'était Gallo. Le visage de Dante s'est durci en réécoutant, son expression passant de la tendresse à une fureur glaciale. Il a raccroché sans un mot, son regard se posant sur la seule fenêtre de la cabane qui donnait sur la route d'accès sombre. « Ce n'était pas une tentative d'enlèvement ratée », a-t-il dit, sa voix redevenue celle du chef de clan. « C'était un test. Bianchi n'a pas envahi ses meilleurs hommes. Il voulait voir comment je réagirais. Il voulait confirmer que vous étiez bien la cible. Gallo vient de recevoir un message de sa part. Pas des mots, juste une photo. Il a hésité et j'ai vu la haine pure dans ses yeux. C'est une photo de cette cabane, prise il y a quelques minutes à peine, depuis les falaises. Il nous observe. Il nous a laissé avoir ce moment. Il voulait que nous nous rapprochions, que l'enjeu devienne personnel. J'ai suivi son regard vers la fenêtre et j'ai compris. La cage dorée ne nous avait pas protégés. Elle avait simplement fait de nous une cible plus grande, plus brillante. Et maintenant, le chasseur savait exactement où viser pour toucher le cœur. La photo de la cabane, éclairée par l'écran de son téléphone, a brûlé mon âme. Ce n'était pas seulement une image, c'était une déclaration de guerre psychologique. Bianchi nous avait observés. Il avait savouré notre moment de vulnérabilité, le laissant s'épanouir comme une fleur vénéneuse avant de nous le jeter au visage. Dante est devenu une statue de marbre froid, la tendresse qui venait de naître entre nous s'évaporant pour laisser place au chef de clan. Il a passé un appel à Gallo, sa voix un murmure de glace. Il est sur les falaises. Je veux toutes les issues de la crique bouclée. Pas de bruit, pas d'éclat, je le veux vivant. Mais en l'entendant donner ses ordres, une certitude glaciale s'est emparée de moi. Bianchi n'était pas stupide. Cette photo n'était pas une erreur, c'était une diversion. Il nous montrait sa main gauche pendant que sa main droite s'apprêtait à frapper ailleurs, là où ça ferait le plus mal. Je sentais le piège se refermer, et j'étais l'appât qui nous y avait conduits. Le baiser que nous n'avions pas échangé avait désormais le goût amer de la cendre, la promesse d'une destruction imminente. Le contre-ordre n'est jamais venu. L'attaque de Dante, conçue pour être une capture silencieuse et chirurgicale, s'est transformée en un massacre.
Le téléphone a sonné de nouveau, et cette fois la voix de Gallo n'était qu'un cri rauque et déformé par la panique et la douleur. C'est un piège, ils nous attendaient, ils sont partout. Des bruits de tirs ont éclaté en arrière-plan, des cris d'hommes que je ne connaissais pas, mais qui mouraient pour une guerre qui était devenue la mienne. Dante a écouté, son visage se décomposant, chaque rapport de perte creusant un nouveau sillon sur ses traits. Ils n'avaient pas attaqué la crique, ils avaient tendu une embuscade à l'un de ses entrepôts principaux sur le port, un lieu qu'ils pensaient imprénable. La taupe n'avait pas seulement donné ma localisation, elle avait livré le cœur battant de son opération. L'homme que je croyais invincible, le pilier de puissance qui m'avait offert un refuge, s'effondrait sous mes yeux. Il avait détourné ses forces pour me protéger, et Bianchi en avait profité pour lui porter un coup presque fatal. Le silence qui a suivi la fin de l'appel était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Le verdict est tombé quelques heures plus tard, livré par un Dante dont l'âme semblait avoir quitté le corps. Gallo était grièvement blessé, mais vivant. Il avait eu le temps de voir le visage du traître, juste avant que celui-ci ne lui tire dessus. Ce n'était pas un simple soldat, c'était un de ses lieutenants les plus anciens, un homme qui avait grandi avec lui, qui avait été à ses côtés lors de la trahison qui avait coûté la vie à sa première famille. L'histoire se répétait, une farce macabre orchestrée par un rival sadique. J'ai vu la compréhension et l'agonie s'épeindre sur le visage de Dante. Ce n'était plus une question de territoire ou de pouvoir, c'était une blessure personnelle, profonde, rouverte avec une cruauté calculée. L'homme qui s'était juré de ne plus jamais faire confiance, qui avait construit des murs si hauts autour de son cœur, venait de voir ces murs s'écrouler, abattu de l'intérieur par la main d'un frère. Le silence dans la cabane était celui d'un tombeau, et je savais que quelque chose d'irréparable venait de se briser en lui. Et c'est là que la culpabilité, ce poison lent que je portais en moi depuis le début, a finalement envahi tout mon être. Le traître savait tout. Il connaissait l'existence de la cabane, l'importance de Chloé, la profondeur de l'implication de Dante. Et pourquoi? Parce que j'étais arrivé. J'étais la nouveauté, l'anomalie, la brèche par laquelle la lumière et la mort s'étaient engouffrées. Avant moi, son monde était un système fermé, brutal mais stable. Mon existence avait créé une nouvelle variable, une faiblesse exploitable que Bianchi avait su identifier avec une précision diabolique. J'ai regardé cet homme dévasté, qui avait perdu des hommes, de l'argent, et pire encore, la confiance. Tout cela pour me protéger moi, la cervelle insignifiante. C'est de ma faute, et je murmurais, les mots me brûlant la gorge. S'il ne m'avait pas trouvé, rien de tout ça ne serait arrivé. Je suis la raison pour laquelle vos hommes sont morts. Je suis la faiblesse que Bianchi a exploitée. Mon amour naissant pour lui s'était transformé en une arme pointée sur son cœur, et c'est moi qui avais appuyé sur la détente. Il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres brillant d'une fureur née du désespoir. « Ne dites pas ça, n'osez pas dire ça », a-t-il grondé, sa voix rauque. « Ce n'est pas vous, c'est lui, c'est Bianchi. Vous n'êtes qu'une excuse qu'il utilise. » Mais ces mots, censés me réconforter, n'étaient que du bruit. Il essayait de me protéger de la vérité, comme on protège un enfant d'un monstre, mais c'était trop tard. J'étais le monstre. Son déni ne faisait que confirmer ma culpabilité. Il ne voyait pas que sa tentative de m'absoudre était précisément ce qui le détruisait. Son instinct de protection était devenu son talon d'Achille. Je me suis reculée, m'éloignant de sa chaleur, de son contact qui me semblait désormais toxique. « Vous ne comprenez pas », ai-je dit, ma voix plate et vide. « Tant que je serai à vos côtés, vous saignerez. Vos ennemis me verront toujours comme le chemin le plus court pour vous atteindre. Pour vous sauver, je dois disparaître. Il n'y a pas d'autre solution. » Le fossé entre nous n'était plus fait de peur ou de méfiance, mais d'une certitude terrible. Notre proximité était une condamnation à mort pour lui. Pendant qu'il était au téléphone, organisant ce qui restait de ses forces loyales, j'ai agi. J'ai rassemblé le peu d'affaires que j'avais, mes vêtements usés qui semblaient s'y déplacer dans son monde. Sur la table de la cuisine, j'ai posé le jeu de clés de l'appartement, le téléphone qu'il m'avait donné, tout ce qui me liait à lui. J'ai hésité, la main tremblante au-dessus d'une feuille de papier. Que pouvais-je écrire? Les mots semblaient vains. J'ai finalement tracé une seule phrase, la plus honnête et la plus douloureuse de ma vie. « Je vous aime trop pour vous laisser mourir pour moi. » C'était une confession et un adieu. Chaque pas vers la porte était une déchirure. Sortir de la cabane, c'était comme m'arracher la peau. Je quittais la seule sécurité que j'ai jamais connue, l'homme qui avait vu au-delà de la serveuse, pour retourner dans un monde où j'étais une proie. Mais cette fois, je n'étais pas une victime fuyant un usurier. J'étais un soldat faisant une retraite stratégique, sacrifiant la reine pour sauver le roi. Un sacrifice qui, je le savais, me coûterait tout. La nuit était froide et sans lune. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers en contrebas était le seul son qui accompagnait ma fuite. Je marchais le long de la route sinueuse, sans destination, sans argent, sans plan. Derrière moi, la lumière de la cabane était un phare solitaire dans une mer d'obscurité, un rappel poignant de ce que je venais de perdre. Bianchi avait gagné cette bataille. Il avait réussi à nous briser, non pas avec des balles, mais avec la vérité. Il avait prouvé à Dante que la mort était une faiblesse, et il m'avait prouvé que ma présence était un danger mortel. J'étais seule, terrifiée, mais animée par une résolution glaciale.
Si j'étais vraiment sa faiblesse, alors je deviendrais l'appât le plus visible qui soit. Je l'attirerais loin de Dante, je concentrerais toute sa haine sur moi. C'était un pari insensé, un suicide déguisé en stratégie. En regardant une dernière fois la lumière lointaine, j'ai senti une larme rouler sur ma joue. Tout ce que nous avions construit venait d'être réduit en cendres, et je m'éloignais des ruines, espérant que mon absence lui permettrait de se reconstruire. J'imaginais Dante découvrant ma note. L'âme au contrôle de fer, face à une simple feuille de papier qui contenait la vérité de mon cœur et la raison de mon sacrifice. Je pouvais presque voir son visage, non pas s'effondrer de chagrin, mais se durcir en quelque chose de plus dangereux que tout ce que j'ai jamais vu. Mon départ ne serait pas une source de deuil pour lui, mais le catalyseur d'une guerre totale. Je savais qu'il ne perdrait pas de temps en sentimentalité. Il convertirait sa douleur en une stratégie froide et calculée. Chaque ressource, chaque homme qui lui était loyal, serait mobilisé non pas pour me retrouver, mais pour anéantir Bianchi. Il disséquera la trahison qui lui avait tant coûté, traquant le coupable avec une patience implacable qui promettait une fin terrible. Mon absence était la blessure, et la destruction complète de Bianchi était le seul remède qu'il accepterait. J'avais espéré attirer le feu loin de lui, mais je savais au fond de moi que je n'avais fait que lui tendre une torche et le pointer vers le champ de bataille, rendant les enjeux absolus et la conclusion inévitablement sanglante. J'écoutais les rires gras et les vantardises éméchées des hommes de Bianchi, recueillant des fragments de conversation comme une mendiante ramassant des miettes. J'ai appris des noms, des routines, des horaires de livraison. Ma peur était une compagne constante, un nœud froid dans mon estomac, mais elle était éclipsée par une détermination féroce et ardente. Je n'étais plus un pion. Je rassemblais des renseignements, cherchant l'unique information, l'unique faiblesse qui pourrait me servir de bouclier ou de dernier pari désespéré. Pendant que je servais des cafés au goût amer à des hommes aux âmes pourries, Dante, à l'autre bout de la ville, dénouait les fils de la trahison. Gallo, encore convalescent mais l'esprit aussi affûté qu'une lame, l'aidait. Ils ont découvert que le traître, son ami d'enfance, n'avait pas seulement vendu des secrets d'affaires. Il avait donné à Bianchi quelque chose de bien plus intime, le récit de la mort de la première famille de Dante, un détail connu de 3 personnes seulement. Dante a compris alors que la guerre de Bianchi n'était pas pour le territoire, c'était une obsession personnelle, une cruelle reconstitution de son plus grand traumatisme. Au même moment, de mon poste d'observation, j'ai remarqué un homme qui ne cadrait pas, un médecin à l'air déchu, qui entrait dans le bureau de Bianchi avec une mallette et en ressortait le regard fuyant. Mon sang s'est glacé. J'ai compris. Ce n'était pas un simple enlèvement qu'il prévoyait pour Chloé ou pour moi. Il voulait recréer la maladie, la lente agonie. J'avais trouvé son arme, et elle était bien plus perverse qu'un couteau ou une arme à feu. Bianchi n'a pas attendu longtemps. Il a pris mon apparente imprudence pour de la stupidité, exactement comme je l'avais espéré. 2 de ces hommes m'ont attrapé en pleine journée, alors que je sortais les poubelles, un acte d'une arrogance spectaculaire. Ils ne m'ont pas emmené dans un hangar sombre, mais dans un lieu bien plus terrifiant, l'aile désaffectée de l'hôpital Saint-Jérôme, là où les espoirs venaient mourir. L'odeur de l'antiseptique et de la décomposition s'accrochait au mur décrépit. Bianchi m'attendait là, savourant son triomphe, le médecin déchu à ses côtés. « Tu vois, ma belle, je ne suis pas un barbare comme Corbin. La mort, c'est trop rapide, » a-t-il susurré, son haleine sentant le tabac cher et la pourriture. « Dante te verra déquérir. Il te verra devenir aussi fragile que ta petite sœur. Il assistera à la lente destruction de la seule chose pour laquelle il était prêt à tout perdre. Il voulait me transformer en un miroir de la maladie de Chloé, une torture psychologique conçue pour briser l'homme que je voulais sauver, en utilisant mon corps comme champ de bataille. L'arrivée de Dante n'a pas été une déflagration, mais une infiltration silencieuse, un courant d'air froid dans le couloir poussiéreux. Il n'était pas venu avec une armée, mais avec Gallo et 2 ombres. Bianchi m'a attrapé, pressant quelque chose de froid contre mon cou, tandis que le médecin préparait une seringue. Ton empire contre sa vie, Moretti. Un choix simple, a lancé Bianchi, son visage déformé par la haine.
Pendant une seconde, j'ai vu le chef de clan dans les yeux de Dante, l'homme d'affaires qui calculait les pertes. Puis son regard a rencontré le mien, et tout a changé. Il ne vit que moi. Je connaissais ces couloirs, ces salles, l'écho qui produisait le moindre bruit. J'ai secoué la tête, un ordre muet. Alors que Dante faisait un pas en avant, semblant accepter le marché, j'ai basculé de tout mon poids en arrière, projetant un vieux chariot métallique rempli d'instruments rouillés contre un mur. Le vacarme était assourdissant. C'était la diversion, la fraction de seconde dont il avait besoin. Dans son regard, j'ai lu sa décision. Son empire ne valait rien comparé à une seconde de ma vie. La suite fut un ballet de violence précise et contenue. Dante se déplaçait dans la pénombre, non pas comme un homme énargé, mais comme un chirurgien excisant une tumeur. Chaque mouvement était calculé, chaque coup était final. Quand une balle perdue a sifflé dans ma direction, il s'est interposé, le projectile déchirant son épaule sans même qu'il ne bronche. La victoire n'était pas seulement la sienne. Mon geste désespéré avait brisé la concentration de Bianchi, lui offrant l'ouverture. Une fois le silence retombé, au milieu des débris et des ombres, Dante se tenait au-dessus de son rival vaincu. Il s'est tourné vers moi, le sang maculant sa chemise blanche, la douleur gravée sur ses traits. Il n'a pas parlé de protection, de sécurité ou de cage dorée. Il a simplement dit, sa voix rauque brisée par l'émotion et l'effort, « Je ne peux pas faire ça sans toi. » Je me suis approchée, j'ai pris sa main valide et je l'ai serrée. Ce n'était plus la main d'un sauveur, mais celle d'un partenaire. « Alors ne le faites pas, » ai-je répondu. « C'est leur notre avenir, non pas par une promesse, mais par un choix. Nous sortions de cet enfer, non pas pour retourner dans son monde ou le mien, mais pour commencer à construire le nôtre. » Le retour de l'hôpital s'est fait dans un silence dense, presque sacré. La sirène lointaine d'une ambulance était le seul écho de la violence que nous laissions derrière nous. Dante était assis à côté de moi, son épaule bandée un rappel brutal de ce qu'il avait risqué. Je l'ai aidé à sortir de la voiture, soutenant son poids. Et pour la première fois, il n'était pas le monolithe de contrôle, mais un homme qui saignait et qui me laissait voir sa fragilité. Dans l'immense salon de la villa, j'ai refait son pansement avec des mains qui ne tremblaient plus de peur, mais d'une sorte de tendresse farouche. Pendant que je m'occupais de lui, son téléphone n'a cessé de vibrer, chaque message confirmant la chute de l'empire de Bianchi, démantelé pièce par les hommes loyaux à Gallo. La taupe, son amie d'enfance, avait été retrouvée dans un port lointain, son histoire terminée sans bruit ni fureur, une simple note de bas de page dans une guerre qu'il avait perdue. Dante a posé sa main valide sur la mienne, son regard ne contenait plus l'acier du chef, mais la chaleur d'un survivant. « Votre plan a fonctionné », a-t-il murmuré. Ce n'était plus mon plan, mais le nôtre. Nous n'étions plus le protecteur et la protégée. Nous étions 2 soldats revenant du front, prêts à construire la paix. 6 mois plus tard, la villa n'avait plus rien d'une cage dorée. Les murs de verre qui surplombaient la mer ne semblaient plus me juger. Ils encadraient des levées de soleil que nous regardions ensemble. Chloé, dont le rire résonnait désormais dans les couloirs, avait installé son chevalet dans le jardin d'hiver, peignant la Méditerranée avec des couleurs vives qui chassaient les dernières ombres de la maladie. Elle était la preuve vivante de notre victoire. J'avais repris la gestion du restaurant, non plus comme une employée invisible, mais comme sa partenaire. Je l'avais transformé, le rendant plus chaleureux, plus accueillant, un lieu où la loyauté du personnel n'était plus dictée par la peur, mais par le respect. Un soir, Dante m'a rejointe dans le bureau qui avait été le sien. Il a étalé devant moi les plans d'une nouvelle acquisition, un vignoble en Provence. Il n'a pas donné d'ordre. Il a demandé « Qu'en pensez-vous ? Votre instinct est meilleur que le mien pour les choses qui doivent grandir. » Je n'étais plus un atout à protéger. J'étais devenue son ancre, la boussole qui l'aidait à naviguer non seulement dans son monde, mais aussi dans le mien. Notre amour n'était pas une cage, c'était un port d'attache. La justice, j'ai appris, n'est pas toujours bruyante. Un jour, par curiosité morbide, j'ai demandé à Gallo ce qu'il était advenu de Serge Corbin, le vautour. Il a eu un sourire fin. Monsieur Moretti a racheté toutes ses dettes, puis a utilisé les mêmes méthodes que lui, mais légalement. Il l'a ruiné. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait de nuit dans une station-service sur l'autoroute. L'image de cet homme, si arrogant et prédateur, réduit à une existence anonyme et misérable, était une conclusion bien plus satisfaisante que la violence. Quelques semaines plus tard, Dante m'a emmené dans le quartier de mon enfance. Devant une petite boutique à la façade défrayée, il m'a tendu un trousseau de clés. Au-dessus de la porte, une enseigne neuve indiquait « La pâtisserie de l'Emma ». L'indépendance n'est pas quelque chose que l'on donne, a-t-il dit doucement. C'est quelque chose que l'on construit. Je voulais juste vous donner les outils. Les larmes qui ont coulé sur mes joues n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, mais de gratitude. Il n'avait pas effacé ma dette. Il m'avait donné les moyens de bâtir un avenir où je ne serais plus jamais endettée envers personne, sauf envers mon propre cœur. Aujourd'hui, alors que le soleil de fin d'après-midi baigne le jardin d'une lumière dorée, je regarde Chloé rire aux éclats en essayant d'apprendre à Gallo à jouer aux échecs. La peine n'est plus un concept lointain, c'est le son de sa respiration régulière la nuit, la chaleur du soleil sur ma peau, le parfum des rosiers que nous avons plantés ensemble. Dante s'approche de moi, silencieux comme toujours, et me tend une tasse. C'est tenté à la menthe, avec une seule feuille fraîche, exactement comme la première fois. Mais ce geste n'est plus celui d'un observateur énigmatique, c'est le rituel familier d'un homme qui connaît mon aime. Il passe un bras autour de ma taille,
et nous regardons la mer, un horizon infini de possibilités. Il a brisé le cycle de la violence dans sa vie, et j'ai brisé celui de la peur dans la mienne. Ensemble, nous avons trouvé quelque chose de plus précieux qu'un empire ou une sécurité, un foyer. Je sais que notre histoire est singulière, mais l'espoir qu'elle contient, celui de trouver quelqu'un qui se bat pour vous, est universel. C'est en partageant ces récits que nous nous rappelons que même après la plus violente des tempêtes, le calme peut revenir.